Donc j'ai un petit peu modifié le titre de la communication pour ne pas aller trop loin dans les interprétations et les surinterprétations. Donc ce sera du vin, de la boisson fermentée et des corps gras d'organismes marins non décomposés dans les vases antiques, des sites de la ZAC de la Landette au Clouseau et des loges à La Roche-sur-Yon. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de présenter les analyses des résidus organiques retrouvés dans une certaine catégorie de céramique de 2 sites antiques vendéens, en Pays de la Loire. Et donc ça renvoie à des céramiques non tournées qu'on retrouve dans une région bien déterminée et à une période chronologique précise. Donc l'objectif, c'était de savoir quels étaient les contenus de ces céramiques et si elles avaient une fonction culinaire particulière. Alors, pour présenter brièvement les sites, donc là, le site des loges à La Roche-sur-Yon, donc c'est à côté de La Roche-sur-Yon, tout au nord. La superficie apportée sur une toute petite, la fouille apportée sur une petite superficie de 3000 m², donc qui est à livrer des vestiges assez limités, avec un angle d'enclos associé à un puits, quelques fosses et trous de poteaux. Le site des Clouseaux de la ZAC de la Landette. Donc lui est situé un peu plus au sud-ouest. Donc il est très proche de l'autre site, à une dizaine de kilomètres. Là, la fouille a été menée sur 3 hectares et regroupe une période chronologique assez large allant de l'âge du fer à la période moderne. Donc pour ce qui est de la période antique, donc on a affaire à une occupation rurale de type ferme, avec une partie habitat et une partie agricole. Donc la partie habitat, on l'a ici dans ce grand enclos, avec ici une entrée. À l'intérieur de cet enclos se dessinent au moins 4 bâtiments en matériaux périssables, associés à un puits et puis quelques fosses. Pour la partie agro-pastorale, donc ici on a un petit enclos, les restes d'un petit enclos, peut-être lié à un système de parcage d'animaux. On a quelques fosses, des petits bâtiments à 4 trous de poteaux, peut-être des greniers. Et puis ici un alignement de trous de poteaux, certainement peut-être lié à un système de limite parcellaire. Donc, en ce qui concerne le corpus céramique, donc pour les 2 sites, le répertoire renvoie à un horizon chronologique contemporain qui correspond à la fin du 1er siècle, enfin qui est compris entre la fin du 1er siècle et la première moitié du 2e siècle. Donc pour les Clouseaux, ils totalisent à peu près 2000 fragments pour 105 individus. Et pour La Roche-sur-Yon, le répertoire englobe 70 ennemis pour environ 1300 fragments. Alors dans les 2 cas, le répertoire enregistré correspond à un vaisselier domestique rejeté après utilisation. Donc on a à peu près la moitié de la vaisselle qui renvoie à un usage culinaire dans les 2 cas. Il s'agit principalement, donc on peut le voir, de vases non tournés qui avoisinent les 30% du NMI, associés à la céramique commune claire et la céramique commune sombre, puis on retrouve quelques terrani gras, sigillés et amphores. Les répertoires, là j'ai mis un exemple pour illustrer le répertoire des céramiques communes et des terrani gras, donc c'est quelque chose de tout à fait classique avec des jattes de stockage, ou des jattes plus à usage culinaire, des mortiers, des cruches, des pots à cuire, des pichets, puis quelques coupes et gobelets en terrani gras. Là, j'avais mis cette diapositive juste pour illustrer le fait que
pour les 2 sites, l'approvisionnement en céramique se fait plutôt au niveau donc régional, voire local, puisque pour le site de la ZAC de la Landette, au Clouseau, un approvisionnement auprès de l'atelier de potier de la Grosse Pierre, qui est contemporain, a pu être mis en évidence. Et pour donc, ce qui est des importations extra-régionales, donc ça reste tout à fait classique, avec des sigillés du centre, du sud, du centre-ouest, quelques rares parois fines de Lezoux, et puis des amphores qui sont dans les 2 cas exclusivement des contenants à vin, donc des amphores d'Italie et d'Espagne. J'ai mis cette diapositive aussi pour illustrer le fait qu'il ne faut pas sous-estimer la part de la viticulture et du vin régional, avec ici une représentation des ateliers régionaux, des ateliers de potiers dans lesquels a été reconnue la production d'amphores dont la typologie renvoie à des amphores vinaires, comme des Dressel de 4 ou des Pasqualins. Donc ce sont des imitations. Et puis là, j'avais mis ça pour illustrer le fait que dans le secteur à Périllac-sur-Mer, a été identifié un éventuel impressoir. Et puis au Sable d'Ologne, donc là je renvoie aux travaux de Camille Joly, qui après une étude palynologique, a pu mettre en évidence la présence de vignes en petite quantité, mais dès le début de la période antique. Donc pour ce qui est de la céramique non tournée, donc on a vu que sur les 2 sites, elle avoisine les 30% du corpus. Donc cette forte propension de céramique tournée, enfin relativement forte, peut être mise en relation avec une observation régulièrement évoquée dans la région. Notamment, c'est quelque chose qui a été étudié dans le cadre d'un PCR dédié à la céramique en territoire picton, dirigé par David Guiton et Séverine Lemaître. Donc dans cette région, qui correspond au nord du territoire, enfin à une grosse partie du territoire picton, la céramique non tournée se retrouve régulièrement, enfin tout le temps d'ailleurs. Donc ça correspond à une zone géographique qui renvoie à l'extrémité sud du massif armoricain. Donc on retrouve quand même aussi la céramique non tournée en limite du territoire picton, notamment chez les Namnettes et les Andécaves. Donc cette zone géographique correspond à une zone de relief accidentée. Et donc, dans ce secteur, la céramique non tournée se retrouve parmi tout type d'habitat, aussi bien les fermes, les villas, que les agglomérations, toujours en forte proportion, forte quantité. Mais c'est au sein des établissements ruraux liés à vocation agro-pastorale qu'elle atteint les plus fortes proportions, puisqu'elle est toujours comprise entre 30 et 50% du NMI. Donc il s'agit de formes simples, fonctionnelles et naturellement adaptées aux modalités de techniques de modelage. Les pâtes contiennent toujours un important dégraissant de calcaire et de quartz, souvent de très grosse taille. David Guiton et son équipe y voient le reflet d'une production familiale qui utilise les roches locales, riches en dégraissants, adaptées à la réalisation de vases culinaires qui résistent au feu.
Le répertoire des céramiques non tournées s'inspire très largement des formes latiniennes régionales, mais on peut voir quelques exemples plus isolés du répertoire méditerranéen, donc, comme ici. Donc, ce qui est particulièrement intéressant sur les sites des Clouseaux et de La Roche-sur-Yon, c'est qu'on retrouve toujours l'association de la triade culinaire, très classique pour la période antique, qui associe donc le pot, la marmite et le plat. Donc là, il faut imaginer que la jatte renvoie à la fonction de marmite. Donc, quasiment plus de la moitié des vases non tournés enregistrés sur les deux sites disposaient de traces, présentaient des traces de passage au feu répétées, comme des parents noircis, des dépôts de suie et des dépôts de résidus carbonés. Donc, afin d'identifier les contenus organiques de ces céramiques, nous avons échantillonné 3 vases des Clouseaux et 6 de La Roche-sur-Yon. Donc là, j'ai mis des petites planches pour juste illustrer les résidus qui étaient observables à l'œil nu, qui m'ont permis, moi, d'échantillonner les vases. Mais après, donc Nicolas, lui, a procédé à l'analyse des imprégnations dans les parois. Donc Nicolas a procédé à l'identification des marqueurs moléculaires. Après extraction de la matière organique en laboratoire, chaque extrait est analysé par chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse. Donc pour les deux sites, ça a révélé des résultats totalement différents. Donc oui, là j'ai mis un exemple de chromatogramme avec là ici un tableau récapitulatif des données. Donc j'ai fait un peu cette planche c'est pour illustrer La Roche-sur-Yon. Donc les analyses ont révélé la présence. Donc alors là pour les vases 43 et 53, la présence de corps gras d'organismes marins non décomposés. Et puis pour le vase numéro 12, donc là je me suis trompée, les résultats ne sont pas définitifs. L'hypothèse, c'est soit des organismes de corps gras d'origine marine, ou alors des algues. Mais là, l'hypothèse reste ouverte. Pour les Clouseaux, donc 3 des analyses révèlent la présence de corps gras d'animal non ruminant associé à du vin rouge. Donc ce sont les vases numéro 30, 44 et 167. Le vase numéro 140 apparaît avec une association de corps gras animal et d'huile végétale. Et le récipient numéro 167 se singularise par l'identification d'un marqueur de boisson fermentée. Donc, avec ces résultats, pour essayer d'interpréter tout ça, donc j'ai oublié de dire que les deux sites n'ont révélé aucun reste de faune. Donc, c'est certainement à mettre en relation avec le substrat, qui est formé principalement de massifs de granit et schisteux, donc très acide. Donc pour interpréter ces résultats, je me suis tournée un peu vers les textes antiques, essayer de faire quelques parallèles. Pour La Roche-sur-Yon, donc la présence d'organismes d'origine marine ou de coquillages ou d'algues non décomposées ou d'algues, donc laisse envisager la consommation de produits relativement frais et aussi permettent d'écarter
notamment pour les organismes d'origine marine non décomposés, d'écarter l'hypothèse du garum. Donc, pour ce qui est un approvisionnement de produits relativement frais, ceci apparaît relativement logique, étant donné la localisation du site à peine 40 km de la côte. Donc pour l'éclosion, on semble être en présence de la préparation et de la cuisson de corps gras d'animal terrestre non ruminants associés à des produits issus de la viticulture et de la fermentation de végétaux. Néanmoins, on l'a vu tout à l'heure et puis hier, les corps gras peuvent aussi servir à imperméabiliser les récipients. Mais l'hypothèse de la consommation de viande peut aussi être retenue, notamment, oui. Sachant que dans le Apicius révèle que dans le monde romain, la viande peut être consommée grillée ou sous la forme de bouillie ou encore en sauce. Donc des études menées en région Rhône-Alpes, là je fais référence à des travaux d'Armand Desbas, Cécile Badin-Vallée et Vianney Forest, qui combinent des études archéo-zoo et des études de faciès céramique, indiquent que la viande était de préférence, pour la période antique, était de préférence consommée en bouillie, en sauce, parce qu'ils ont retrouvé dans des grandes, je crois que c'est des grandes fosses, associant de la vaisselle culinaire et des restes archéozoologiques. Donc des restes de faune qui ne présentaient aucune carbonisation. Donc ils écartaient l'hypothèse de la viande grillée. Donc, en privilégiant la consommation de viande bouillie ou de viande en sauce, ça nous ramène au vin, puisque l'usage du vin et de ses dérivés est important dans la cuisine romaine. On les retrouve notamment dans la composition de nombreux plats en sauce. Donc, Apicius recense 187 recettes utilisant le vin, 193 des vins travaillés et 180 utilisant le vinaigre. Le vinaigre pouvait aussi être utilisé pour conserver les aliments ou pour laver les estomacs des animaux. Et puis, oui. Donc, voilà, tout ça, c'est plus des premières étapes d'interprétation, en prenant en compte le fait que, en ayant bien conscience de toutes les limites que ça implique, puisque les textes antiques, notamment le traité d'Apicius, renvoie plus à de la cuisine romaine et qui ne renvoie pas forcément à la cuisine du quotidien en Gaule romaine. Et puis, donc, pour le vase numéro 167, donc au départ, moi, je partais sur une multiple fonctionnalité du vase, qui aurait pu servir dans un premier temps, qui aurait peut-être pu être imperméabilisé par de la graisse, ou alors servir à cuisiner des plats de viande en sauce, et ensuite utilisé pour boire une boisson fermentée. Mais comme on l'a vu hier, le raisin peut entrer dans la fabrication du maltage, ce que j'ai appris hier, donc pourquoi pas un vase destiné à la production de boissons fermentées. Et puis, donc la boisson fermentée, donc là c'est vraiment une hypothèse, peut éventuellement renvoyer à de la bière, parce que la bière, c'est quand même quelque chose qui est pas souvent, mais quand même cité dans les sources textuelles. Et notamment, je voulais citer, pour terminer, 2 exemples. Celui-là, un exemple local de vase retrouvé à Vannes, portant une inscription qui fait mention de la bière, de l'usage du récipient pour de la consommation de la bière. Donc sur cette inscription,
et marqué donc bonne Toria, tu auras de la cervoise. Non, je me suis trompée. Ici, il y a marqué tu bois de la bière gratuitement. Et puis un autre exemple de récipient céramique qui a pu servir à la consommation de la bière. Donc c'est un exemple extra-régional où là on va sur le site de la Patte-Goix à Gonesse, où là c'est un récipient d'un volume beaucoup plus important qui semble plus être dédié à la conservation de la bière. Et là on peut lire sur l'inscription ici, donc là c'est là qu'il y a marqué bonne Toria, tu auras de la cervoise. Donc voilà, je vous remercie.